Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Média TV pour votre quotidienne consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations. Cannes+, on vous retrouve tous les jours pour cette émission pour débriefer ce match important pour le Maroc face au Mali. Score final 1 but partout. On va en parler plus en profondeur dans quelques instants. Et pour parler de cette rencontre et pour présenter cette heure d'émission, j'ai à mes côtés Noura Bazir. Bonjour Noura. Bonjour Agnès et bonjour aux téléspectateurs. Merci de nous rejoindre tous les jours à partir de 13h30 pour Cannes+, débriefer les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Et aujourd'hui, nous avons à nos côtés Omar Belkacsi, créateur de contenu, alias Lion du Ballon. Bonjour. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Et j'espère qu'on aura le temps de bien discuter du tout. Bien en discuter. Et pour en discuter, on a un représentant de l'adversaire marocain, qui est le Mali. Un très beau match d'ailleurs du Mali, on en parlera. Mohamed Danyoko, notre correspondant permanent Média TV du côté de Bamako. Merci de nous rejoindre sur le plateau ici à Tanger. Ok, merci pour l'invitation. Voilà. Merci. Et enfin, nous avons à distance Brahim Thiam, ex-international malien et consultant pour beIN Sport. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir également répondu à notre invitation. Avant de rentrer dans le vif du débat, dans le vif du sujet, on passe aux informations à retenir de la journée d'hier. Direction le flash de la CAN. Le Maroc tenu en échec par le Mali hier soir sur le score d'un but partout. Pour ce deuxième match très physique, Walid Regragui n'a pas effectué beaucoup de changements sur le 11 de départ. Les Lions de l'Atlas ont essayé de faire circuler le ballon, mais les Maliens ont répondu présent. Dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps, les Lions de l'Atlas ont exercé une grande pression sur la défense malienne avant que Brahim Diaz ne fasse parler encore une fois son art dans les petits espaces, en ouvrant le score sur pénalty. À la 58e minute de jeu, le Mali obtient un pénalty après recours à la VAR que Sinayoko transforme. Malgré une domination marocaine et une possession qui a dépassé les 60%, les Lions de l'Atlas n'ont pas réussi à prendre l'avantage, mais gardent la tête du classement avec 4 points. Et puis la Zambie et les Comores se sont aussi quittés sur un nul blanc après leur défaite face au Maroc. Les Comores ont affiché leur intention offensive dès les premières minutes de jeu en mettant une grande pression sur la défense adverse. Les hommes de Stefano Kusine ont multiplié les tentatives dangereuses par le biais notamment de Youssouf Mchangama, Rafiki Saïd et Miziane Maolida. Pour la troisième journée du groupe A, le Maroc sera opposé à la Zambie au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, tandis que les Comores affronteront la Zambie au complexe sportif Mohamed V de Casablanca. Et puis dans le groupe B, l'Égypte s'est imposée par 1-0 face à l'Afrique du Sud. Les Pharaons ont ouvert le score par le biais de Mohamed Salah sur pénalty à la 45e minute. Dans la foulée, son coéquipier Mohamed Hani a été expulsé pour un deuxième carton jaune juste avant la fin de la première période. À l'issue de cette rencontre et du match nul 1 but partout entre le Zimbabwe et l'Angola, l'Égypte occupe la tête du groupe B avec 6 points devant l'Afrique du Sud, tandis que l'Angola et le Zimbabwe comptent 1 point chacun. Et puis l'Angola et le Zimbabwe se sont quittés sur un match nul, 1 but partout, aligné en 4-3-3. La sélection angolaise a d'emblée affiché ses intentions en exerçant un pressing haut dès les premières minutes de jeu. Gelson Dalla ouvre le score pour les Palancas Negras à la 23e, avant que Knowledge Musona n'égalise pour les Warriors dans le temps additionnel. À l'issue de cette rencontre, l'Angola et le Zimbabwe occupent ex aequo la 3e place du groupe E. Et pour finir, triste nouvelle, le football pleure la mort de Jean-Louis Gasset à l'âge de 72 ans, entraîneur durant 30 ans. Il a dirigé Montpellier, Saint-Étienne ou l'OM et était l'adjoint de Laurent Blanc chez les Bleus au PSG. Il a débuté également sa carrière d'entraîneur au Montpellier Hérault en 98 avant d'y revenir en 2017 et même la saison dernière pour son dernier tour d'honneur en sortant de la retraite professionnelle qu'il avait annoncée après ses quelques mois sur le banc de l'OM en 2024.
Et voilà, c'était l'essentiel des informations de cette deuxième journée de Coupe d'Afrique des Nations. Agnès, on va parler du match qui était tant attendu hier soir. Tout de suite. Vous avez failli me faire pleurer avec l'information sur Jean-Louis Gasset. Bah oui, attendez, il a marqué le football français. Hein, en tant que supporter montpelliérain, je peux vous dire, moi ça m'attriste. C'est vrai. Ouais, ça m'a attristé, vraiment. Eh bien, on continue de perdre des figures clés, des figures importantes du football. Et tout de suite, le débrief. Le débrief, le Maroc fait match nul face au Mali, 1 but partout. Ça a été un match vraiment serré, on va dire un peu compliqué pour les Marocains. Qu'est-ce que vous en pensez, Omar ? La vérité, comme tous les Marocains, le fait d'organiser cette Coupe d'Afrique chez nous, on a des attentes qui sont très hautes. On a été, je pense, très patient avec l'équipe. On disait qu'on avait des problèmes avec des blocs-pas. On a joué plein d'équipes, des petites équipes, on va dire chapeau 3, chapeau 4. On disait OK, d'accord. Et là, le premier vrai test, le Mali, qui est sorti jouer avec nous un peu. Oui, ils ont commencé à 5 derrière, mais ils sont sortis jouer au ballon. Et voilà que ça bloque. Donc, techniquement, est-ce qu'on avait fait le bon choix de ne pas jouer des grosses équipes ? Est-ce que c'était bien d'être trop focusé sur cette série de victoires ? Est-ce que ça n'a pas joué des mauvais tours ? Donc tout ça, je pense qu'il y a moyen de faire mieux, c'est sûr. Quand on voit que le Maroc n'arrive pas à gérer ses blocs bas, Mohamed, on se disait peut-être que le Mali, après avoir été tenu en échec face à la Zambie lors du premier match, allait peut-être se découvrir lors de cette rencontre. Finalement, on les a vus jouer leur jeu bloc bas. Est-ce que c'était une surprise de voir cette équipe de Tom Saintfiet jouer défensif ? Oui, effectivement, c'était une surprise parce que d'entrée, il y avait 5 changements par rapport au premier match déjà. On n'a pas trop compris. On a vu qu'il y avait 5 défenseurs, il y avait 3, il y avait 2. On s'est dit, c'est vrai que le classement a surpris pratiquement tout le monde, hein, mais c'est vraiment quand le match s'est déployé, quand on a vu comment est-ce que ce match a évolué, qu'on a pu comprendre que franchement, c'était préparé parce que c'est une équipe qui a regardé carrément l'équipe marocaine dans les yeux, d'accord, qui à la base, on avait pensé que ça allait être un bloc bas pendant tout le match, mais au fil du match, on a vu que, franchement, il y avait de bonnes projections, même si c'est devant, ça n'a pas été trop bien géré, mais il y avait de belles projections, et c'est un match qui a tenu en haleine, et en termes de spectacle, en termes d'engagement, et franchement, l'entraîneur et son staff, on peut dire que sur ce coup-là, ils ont surpris leur monde, et ça a été pour la bonne cause, parce qu'au résultat final, on a vu que, franchement, c'était un match qui a tenu toutes ses promesses. Ouais. On va se tourner vers Brahim Thiam. Qu'est-ce que vous en pensez justement, Brahim Thiam, de ce match du Maroc pour cette deuxième journée de Coupe d'Afrique des Nations ? Je pense que c'est un deuxième match qui a mis son lot de difficultés, évidemment, pour les hommes de Walid Regragui, comme ça a été le cas lors de la dernière CAN. On se rappelle qu'après une victoire lors du premier match du Maroc, il y avait eu match nul lors de la deuxième rencontre. Ce qui avait obligé le Maroc de presque mettre son 11 titulaire lors du troisième match. Et on se rappelle que c'est Hakim Ziyech et Sofiane Boufal qui avaient été blessés avant ces huitièmes de finale. Je pense que le Maroc a fait du Maroc. Je crois que pour tous les suiveurs de cette équipe du Maroc, qui a été sur une longue série d'invincibilité, c'est une équipe pragmatique avec des joueurs de qualité, certes, qui se reposent beaucoup sur des individualités, peut-être manquant un petit peu de lien entre la défense, le milieu et l'attaque. Et qui fait que les Maliens avaient étudié cette possibilité-là de jouer bloc médian, parce que quand on regarde l'analyse et le heatmap de cette équipe du Mali, elle n'était pas si basse que ça, malgré les changements. Et a joué à 4 derrière et non à 5, comme c'était prévu au départ sur la composition d'équipe. Donc je pense que le Mali avait l'intention, et on regarde encore une fois, les chiffres ne mentent pas. Tous les duels, soit aériens ou les duels gagnés d'une manière générale, les chiffres parlent en faveur du Mali. Et je pense qu'ils ont répondu présent. Après, nous, offensivement, au Mali, on aurait pu faire mieux parce qu'on a quand même un tir cadré en 100 minutes. Donc défendre, c'est bien. Mais après, offensivement, il faut être capable de proposer quelque chose. Et en plus, le tir cadré, c'est le penalty de Lassine Sinayoko inscrit en seconde période. Donc ça prouve aussi un peu peut-être les difficultés. Peut-être que finalement, le Maroc peut se rassurer défensivement parlant, malgré quelques absences. Mais offensivement, c'est plus compliqué. On a l'impression que cette équipe du Maroc a du mal encore à trouver des combinaisons dans le dernier tiers. On va justement laisser passer un sonore de Walid Regragui, le sélectionneur national, qui s'est justement exprimé sur l'animation offensive de son équipe lors de ce match nul face au Mali. Moi, je trouve qu'on est dans la
dans le même genre de match qu'on a eu avant, sauf que là, il y avait un peu plus de qualité offensive et de talent. Mais le Mali, moi, je ne suis pas surpris. Après, ils ont débuté le match à 5 derrière, comme beaucoup d'équipes. Ça veut dire ça montre le respect qu'ils ont pour notre équipe. Ils ont subi. Je crois qu'on finit à 62% de possession. On a 15 tirs. Voilà, à un moment donné, on est sur nos statistiques habituelles. Il faut être plus efficace dans ce genre de match. Il faut être plus efficace. Je crois qu'ils n'ont pas un tir cadré à part le penalty. Après, on peut le lire comme on veut. Mais ça arrive, et il vaut mieux que ça arrive maintenant pour nous. Mais sinon, moi, sur le contenu, je suis très content de mes joueurs. Ils ont mis beaucoup d'intensité, on a répondu présent dans les duels. C'est une équipe qui nous a poussé depuis longtemps, on n'avait pas été poussé dans les duels comme cela. Mais ils ont répondu présent. Après, voilà, sur ce genre de match, c'est l'équivalent d'un quart de finale, d'un huitième de finale de Cannes. Il faut le peu d'occasion, c'est la tête de Ayoub, la frappe de Youssef El Nassiri, les deuxièmes ballons qu'on a eus. Il faut les mettre et pas donner aussi le cadeau sur le penalty qu'on a donné. Mais après, on est dans la même idée. Ils sont venus défendre le Mali, ils sont venus prendre un point, ils l'ont eu, bravo à eux. Ça aurait pu tourner à 2 ou à 3-1 pour nous. À l'arrivée, ça fait 1-1. Même si à la fin, on a laissé beaucoup d'espace parce qu'on voulait absolument gagner. Sur une ou deux situations, je dis bien, ils auraient pu nous faire peur, mais ils n'ont pas saisi leur chance. Et justement, Walid Regragui le disait, il y a eu un manque d'automatisme un peu entre le milieu et l'attaque, on va le dire. On a vu quelques actions qui étaient impressionnantes à voir entre Ounahi, par exemple, et Brahim Diaz, quelques automatismes, mais qui n'ont pas été très fructueux. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est plutôt le Mali qui a gagné un point ou plutôt le Maroc qui n'a pas pu empocher les points qu'il devait empocher plutôt? Pour ma part, premièrement, on joue à domicile. Donc c'est sûr que si le Mali vient chercher un point, c'est bon pour eux. Nous, il y a des attentes. On veut gagner et avec de la manière. Cette CAN, ça fait super longtemps qu'on l'attend plutôt. La dernière, elle était en 1988. Donc je pense que les supporters, ils viennent d'un peu partout dans le monde, les supporters marocains. C'est pas pour voir ce type de... Le Maroc doit faire le jeu. Le Maroc doit jouer vers l'avant et doit vraiment marquer un peu plus de buts. Maintenant, on a du mal un peu avec les animations offensives. On voit qu'on cale et on peut parler aussi des choix. Par exemple, Saïbari sur l'aile, on peut voir qu'il n'est pas à l'aise. On a besoin un peu de plus d'impact, plus de rapidité. Donc c'est sûr Regragui a dit qu'il était satisfait de ses joueurs. Mais après tout, on doit gagner, on doit proposer du jeu. Donc c'est ça, pour ma part, ça doit... Est-ce que Danioko, vous pensez que le Maroc n'a pas été assez décisif, même si pour vous c'est plutôt bon en fait que le Maroc se manque sur cette rencontre, mais est-ce que le Maroc n'a pas été assez décisif lors de cette rencontre? Disons que le schéma proposé en face aussi n'a pas permis de développer ce que Regragui voulait faire, parce que c'est aussi ça le football. Il y a le Maroc qu'on a vu jouer lors du premier match qui s'est facilement imposé 2-0, et quand on voit 5 changements au départ, ce qui veut dire que du côté malien, on s'est dit qu'il fallait changer des choses. Et on a été surpris pour voir au milieu du terrain des jeunes comme Mahamadou Doumbia, qui était inconnu au bataillon, mais qui carrément a brillé. Donc c'est dire que dans la charnière, on avait un duo qui n'avait pas fonctionné dans le match Fofana-Diaby. On a changé, on a amené Camara, on l'a associé à Diaby. Et ça fait que dans les duels aériens, dans la défense, ça matchait. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Regragui, oui, certes, avait certainement sa façon de faire, mais en face, on s'est dit qu'il fallait changer des choses. Et beaucoup de choses ont été changées. Et je pense que c'est la résultante de ce qu'on a pu voir hier soir. Je vais me tourner vers Brahim Thiam depuis Paris. J'ai une question à vous poser concernant Walid Regragui. C'est-à-dire qu'on l'entend beaucoup parler il veut quand même avoir des résultats. Le plus important pour lui, c'est d'avoir des résultats, qu'il réussit toujours à s'imposer. On a parlé même du record de 19 victoires consécutives qui s'est arrêté hier avec ce match nul face au Mali. Qu'est-ce qu'il manque encore à Walid Regragui pour vraiment voir son jeu progresser sur le terrain ? À lui, personnellement, rien. C'est surtout à son équipe et aux joueurs sur le terrain. Après, je pense que pour moi, l'essentiel, c'est en fait le rôle que peut avoir un joueur comme Amrabat, qui est censé être la passerelle entre le point de départ, le ballon qui part de derrière et qui doit arriver d'une manière fluide, que ce soit sur Ounahi ou Brahim Diaz, et qui doit arriver sur les côtés et amener de la variété. Aujourd'hui, le Maroc, c'est une équipe qui, normalement, doit avoir l'obligation, techniquement, de faire tourner le ballon de gauche à droite, un petit peu comme une équipe de handball, pour déstabiliser un bloc, le faire sortir aussi, puisqu'on parle souvent de bloc bas, même si encore, je vous répète que quand on regarde la position moyenne de cette équipe du Mali, elle n'était pas si basse que ça. Ça veut dire que le Mali est allé aussi chercher son adversaire.
Et c'est en fait le point essentiel, c'est celui-là. Alors moi, je prends souvent un exemple parce que c'est un joueur que j'adore et qui le fait à merveille, mais même s'il n'est pas aujourd'hui dans la sélection du Maroc, c'est Rimat. Rimat est ce joueur-là qui, pour moi, aurait dû peut-être être dans la sélection. J'aurais aimé le voir parce que c'est une toupie, en fait. C'est celui qui permet à cette équipe du Maroc de bouger. Et c'est là où peut-être Amrabat est un peu plus statique. Et je pense que c'est ça. C'est pas la qualité des joueurs. Il y a de la qualité des joueurs, mais vous savez, avoir des bons joueurs, c'est une chose. Et avoir associé les bons joueurs pour faire une bonne équipe, c'est une autre. Justement, Omar, qu'est-ce que vous en pensez de l'avis de Brahim Sem de peut-être sélectionner Rimat? Moi, je pense qu'il a mentionné un très bon point, la vérité. C'est vrai qu'on ne veut pas trop en parler parce que la liste est faite et on est déjà dans la CAN. Mais vu qu'on a cité le sujet, Rimat, c'est quand même meilleur joueur du tournoi du Chan, meilleur joueur du tournoi de la Coupe arabe, et sans parler de ses prestations avec les phares. C'est le Busquets marocain, tout le monde le sait, tout le monde le demande. Et honnêtement, en Coupe du Monde, quand on a joué, on attendait les adversaires. Donc Amrabat, il faisait parfaitement le travail. Maintenant, on est dans l'obligation de faire le jeu. Donc il nous faut vraiment un technicien qui va aller vers l'avant, qui va faire comme il l'a dit, le pont entre la défense et l'attaque. Et Rimat, c'est beau de le voir jouer, honnêtement. Ça, c'est mon avis. Ouais, malheureusement, il n'est pas disponible pour ces matchs-là de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est peut-être un point faible dans cette équipe. On va entendre parler quand même quelques joueurs de la sélection marocaine qui se sont présentés en zone mixte. On parle de Romain Saïs qui, même s'il était sur le banc, a tenu à parler aux journalistes. On va également écouter les réactions d'Elias Bensrir et de Naïl El Ainaoui. Je vous laisse avec eux. Oui, on est déçus forcément parce qu'on veut gagner, on veut gagner tous les matchs. Donc on est déçus de ne pas avoir pris les 3 points. Après, voilà, il ne faut pas tout dramatiser non plus. On est quand même encore premier, maître de notre destin. Il nous reste un match à jouer. Voilà, comme j'ai dit, par le passé, on a déjà fait des campagnes à gagner les 3 matchs de poule sans prendre de but, tout ce qu'on voulait. Et à partir des 8e, quart de finale, on est rentré chez nous. Donc ça ne veut rien dire, il faut rester tranquille. On va bien analyser ce match, bien récupérer parce que le prochain arrive vite. Et voilà, aujourd'hui ça joue sur des détails parce que, mis à part le penalty, je ne suis pas sûr qu'Yassine ait fait un arrêt. Donc voilà, on voit que ça nous montre que dans ce genre de match, tout peut basculer en arrêt un temps si on ne tue pas le match. Parce que je pense qu'on a, même si on ne s'est pas créé énormément d'occasions, on a les occasions pour tuer le match. On ne l'a pas fait, donc voilà, on va analyser tout ça et se préparer pour le prochain match lundi. Et puis on va aller chercher, Inch'Allah, la qualif et la première place. On est tombé sur une très bonne équipe du Mali. On savait qu'après leur premier match où ils ont fait match nul, ils allaient revenir avec des meilleures intentions lors du deuxième match. Maintenant, on a fait on sait ce qu'il nous reste à faire pour la suite de la compétition. On va essayer de corriger ce qui nous a fait défaut sur ce match-là et Inch'Allah, on va revenir et gagner le match. C'est des petits détails qui nous ont fait défaut. Voilà, le but, c'est un enchaînement de petites erreurs de notre part. On se fait déjà transpercer au milieu. Après, donc voilà, c'est des erreurs qu'on doit essayer de rectifier et on va travailler sur ça. J'ai rarement vu une ambiance comme ça dans ma carrière. C'était incroyable. Et on voit que quand ils sont comme ça, même les adversaires, ils perdaient un peu leurs moyens, entre guillemets, mais déçus de ne pas leur avoir offert un meilleur résultat. On peut le dire, le Mali a tenu en échec le Maroc pour cette deuxième journée de Coupe d'Afrique des Nations. On peut le dire, le Mali a vraiment mieux joué que durant son premier match. Ils se sont vraiment motivés, ils ont porté un peu porté préjudice à cette équipe marocaine qui était, on va dire, sous pression et qui reste encore sous pression. Mohamed Danioko, comment vous pensez que le Maroc va plutôt entamer son 3e match face aux Comores ? Pour le Maroc, je pense que... ça va même serrer un peu ce groupe A. Thiam l'a dit, le Maroc fait du Maroc parce qu'à la dernière CAN, c'était un peu ça. Mais c'est bien aussi, en fait, pour moi, que ça tombe maintenant dans les phases de poule où rien n'est pratiquement joué, où le Maroc peut vraiment se relancer à partir du 3e match. Et parce qu'à la phase des éliminations directes, on ne serait pas là pour essayer de discuter encore de ce qu'il faut changer ou ce qui n'a pas marché, parce que là, c'est l'élimination. Mais en phase de poule, rien n'est encore perdu. Et ça, c'est mieux, parce qu'il y avait 19 victoires, comme il l'a dit. Ça s'est arrêté hier. Ça s'est arrêté certainement au bon moment. Parce que là, ça va permettre au coach et à son staff de voir ce qui n'a pas marché et se dire qu'il faut changer les choses pour pouvoir aller de l'avant. Surtout que c'est une CAN que nous organisons. Et nous avons une pression de gagner. Et je pense que ce soit arrivé maintenant, c'est peut-être le déclic pour essayer de réajuster pas mal de choses et d'aller de l'avant. Parce que,
comme je l'ai dit, en phase d'élimination directe, on ne tiendrait pas le même discours. Alors justement, on a la réaction du sélectionneur malien, Tom Saintfiet, juste après le match, et qui se dit plutôt satisfait de ses joueurs. Et avec vous, Noura, on va poser une question à Brahim. Oui, on va aller du côté de Brahim. Ce match-là qui arrive de ce Mali face aux Comores, est-ce que vous, en tant qu'ancien international malien, en tant que grand suiveur de la sélection, est-ce que vous êtes confiant? Parce que les Comores, on a l'impression qu'ils ont quand même un peu plus élevé leur jeu lors de leur dernier match de poule face à la Zambie. Alors déjà la confiance est un ennemi de la performance pour moi, donc être sûr de ses forces c'est une chose, mais la confiance elle vient une fois qu'on arrive à la matérialiser sur le terrain. J'avais trouvé l'équipe du Comore intéressante face au Maroc lors du match d'ouverture. Hier elle a été aussi intéressante. C'est un autre match qui se profile pour les Maliens. On va se servir du contenu de tout ce qui a été bien fait dans ce match face au Maroc et essayer de rajouter surtout l'animation offensive qui pour moi est importante, qui avait été mieux contre la Zambie qu'hier pour les Maliens et surtout aller gagner ce match pour aller chercher cette qualification. Chaque match a son histoire. Je répète que je réclame même beaucoup d'humilité et de prudence dans l'analyse et dans la perception des choses. Chaque match est une histoire différente et on peut reprendre, je reprends cet exemple-là du Maroc lors de la dernière CAN qui a dû, lors du dernier match, batailler, ce sera encore contre la Zambie, l'histoire se répète avant d'être éliminé en 8e contre l'Afrique du Sud. Donc c'est toujours des bons exemples et pourtant c'est une très très belle équipe. Donc les Maliens ont l'obligation d'aller battre les Comores, mais une fois de plus, ce sera un tout autre match et peut-être encore plus difficile que celui du Maroc. Ça reste, plusieurs matchs difficiles sont attendus pour cette troisième journée, pour toutes les équipes, on peut le dire. Et à présent, on va revenir un peu plus sur les joueurs, les prestations des joueurs, dans une autre rubrique de notre émission. Tout de suite, le conseil. Et à présent, on va demander à nos invités de prendre leurs ardoises, leurs craies. Et même avec Brahim Thiam depuis Paris, vous pouvez également participer à ce jeu en nous disant, je vais vous demander à chacun d'écrire l'homme du match selon vous. Brahim, on va justement se tourner d'abord vers vous pour vous demander votre avis, que ce soit du côté marocain ou du côté malien. Quel joueur retenez-vous de ce match nul entre Lion d'Atlas et Aigle du Mali? Pour moi, sans aucun doute, Sinayoko, Lassine Sinayoko, le Malien, qui depuis de nombreux matchs, que c'est le meilleur buteur de la sélection, et l'homme providentiel, que ce soit par son comportement, sa combativité, sa qualité et son efficacité, parce qu'encore hier, n'oublions pas que c'était le seul joueur, tout à l'heure on en a parlé, offensivement c'était le seul joueur, parce qu'on a mis Bissouma, il faut savoir que depuis le mois d'octobre, il a quasiment pas joué, donc c'était un risque qu'on a pris, et il a été omniprésent, pas avare d'efforts, donc il a provoqué le penalty qui a permis au Mali, et il a en plus tiré derrière parce que c'est souvent compliqué lorsque la faute est commise sur vous d'aller le tirer. Donc sans aucun doute Lassine Sinayoko, en incluant les 22 acteurs. Et d'ailleurs, Lassine Sinayoko qui est le 3e désormais meilleur buteur de l'histoire du Mali en Coupe d'Afrique des Nations. Derrière toujours l'immense Frédéric Kanouté avec ses 8 réalisations en Coupe d'Afrique. Je vais vous demander à tous de montrer votre réponse tout simplement. Et j'ai donné Naïn El Ainaoui, du côté de Noura on a Anas Salahdine, Brahim Diaz pour Omar et Mohamedou Doumbia pour Mohamed. On va rester avec vous, justement on parle des joueurs maliens. En quoi il vous a impressionné Mohamedou Doumbia dans ce match? En fait, c'est l'aisance technique qu'il avait déjà, et c'était un match à enjeu. Et c'est un jeu nouveau qui rentre et qui, on va dire que l'enjeu n'a pas déteint sur le jeu pour lui. Il a joué il était assez détendu. Ça lui a permis de mener des actions au milieu du terrain et voir qu'à 21 ans, 22 ans, entrer dans un match alors que le Mali a été accroché en premier match et ce match pouvait être très décisif. Jouer avec un tel détachement,
ça a surpris plus d'un. Et sans compter que carrément, c'était avec l'action sur Amrabat, là où il lui met un petit pont, où les Maliens ont dit que carrément ça pouvait être un penalty. C'est dire qu'il a assez pesé sur le match et ça s'est vu. Et surtout après la sortie de Bissouma, il est devenu carrément le patron du milieu du terrain à un si jeune âge. C'était fantastique. Je trouve que vraiment, c'est peut-être là où le Mali a su faire la différence pour cette deuxième journée. C'est les choix tactiques et les choix de l'entraîneur, de faire jouer de jeunes joueurs qui n'ont pas forcément d'expérience en compétition internationale. Peut-être que le Maroc, peut-être que Walid Regragui devrait un peu s'inspirer de cette approche et peut-être faire entrer, on a vu Aït Boutlel qui était avec lui en conférence d'avant-match. On attendait peut-être même ce choix de la part du sélectionneur marocain, mais finalement c'est tourné vers Yamir qui a fait une petite faute, malheureusement, qui a porté préjudice. Je ne sais pas si Aït Boutlel aurait mieux maîtrisé cette erreur, mais c'est vrai qu'on commence à se dire si peut-être Walid Regragui devrait un peu reconfigurer un peu sa composition. Et pour vous alors, Omar, pourquoi Diaz? Moi, je choisis Diaz et la vérité, je ne comprends pas pourquoi il a été changé, pour être honnête. Et puis, c'est un joueur qui ne se cache pas depuis le début de la CAN. C'est lui qui cherche le penalty. N'importe quel autre joueur n'aurait peut-être pas eu penalty parce que c'est un joueur qui va démarrer d'un coup. Il est imprévisible, tu ne peux pas savoir où il va. Et en plus, il vient du Real Madrid où il ne joue pas beaucoup. On se disait tous, on l'attendait. Un manque de rythme. Exactement, qu'il n'avait pas bien joué, mais il nous a prouvé le contraire. Moi, je pense que c'est le vrai leader de l'équipe du Maroc. Et pour moi, il mérite d'être l'homme du match. D'ailleurs, il l'a dit, Brahim Diaz, je veux tout donner pour cette équipe. Vraiment, il est très motivé. Ce sont de belles paroles. Et ça se voit sur le terrain, dès le début, comme vous l'avez dit, Omar. Finalement, alors, Aïnaoui. Alors, Aïnaoui, moi j'ai suivi un peu l'avis de la CAF qui a donné justement le trophée d'homme du match à Naïl Aïnaoui et qui pouvait même remporter ce trophée-là lors du premier match, tellement il a été important dans le milieu de terrain du Maroc face aux Comores. Mais voilà, c'est le genre de milieu déjà très propre dans ce qu'il fait, mais aussi très bas dans la bataille et dans la bonne bataille. C'est-à-dire qu'il va toujours aller chercher des bons ballons, toujours dans le bon pressing. Là où on a peut-être un peu moins vu Amrabat et Ounahi, Aïnaoui est venu apporter cet impact-là à cette sélection marocaine. Et c'est peut-être ça dont doivent s'inspirer des joueurs comme Amrabat et Ounahi. C'est un pressing, mais pas forcément un pressing, venir juste dans l'agressivité, mais venir au bon moment pour montrer aux Maliens, ou en tout cas montrer à l'adversaire que voilà, je suis là, qu'à tout moment, si tu veux passer, je vais rester à tes côtés, que je ne vais pas te lâcher, et que c'est ce genre de joueur dont on a besoin en sélection. Voilà, oui, je suis complètement d'accord avec vous. Mon avis du premier match. Et vous, mon avis. Et moi, j'avais donné l'Aïnaoui, on s'est échangé. Moi, la vérité pour moi, Anas Salahdine et d'ailleurs les deux latéraux marocains, même Mezraoui, ils font le taf, vraiment, ils sont là, ils répondent présents. On peut dire que tous les deux, la vérité, ont réalisé un très bon match et ils ont vraiment apporté beaucoup de solutions et ils ont fait du bien à cette équipe marocaine sur les côtés. Donc pour moi, Anas Salahdine, vraiment, pour ce deuxième match encore, j'aime beaucoup ce joueur, il a l'air d'être très humble. Il réalise vraiment, il commet très peu de fautes. À un seul moment, il a perdu le ballon, mais finalement, c'est parti en touche. Et donc, j'étais là jusqu'au bout du match. Anas Salahdine a réalisé une très belle performance. Eh bien, en tout cas, c'était important pour nous de montrer quel joueur. Chacun a prêché sa paroisse, Brahim et moi-même, vous avez donné des joueurs maliens et nous avons donné des joueurs marocains. On a bien raison. Ça prouve aussi la perception différente qu'on a dans cette rencontre. Et la preuve, c'est que de toute façon, les 5 joueurs qu'on a cités ont réalisé de belles prestations dans ce match. Donc, c'est ça la beauté du football, c'est que chacun le voit de son propre spectre. On a fini la première partie de cette émission avec CAN+. On va en deuxième partie vous le dire, on va parler du match entre le Sénégal et la République démocratique du Congo, match qui est prévu cet après-midi à 16h au Grand Stade de Tanger. On sera d'ailleurs en duplex depuis Dakar pour suivre une fan zone, les préparatifs du côté de la capitale sénégalaise. Mais avant ça, on va se tourner vers une 5e personne qui nous a rejoint, une invitée sur le plateau de quelques minutes. Bonjour Kenza. Bonjour, comment ça va? Ça va et vous? Eh bien, vous allez tout simplement nous présenter la synthèse de l'actualité de 14h. Une petite synthèse, faire le tour de l'actualité. Et on commence directement avec la... Un week-end pluvieux et orageux au Maroc. Chute de neige et rafales de vent sont prévues sur plusieurs provinces jusqu'à dimanche. De fortes pluies sont attendues à Safi, Essaouira, Casablanca et Agadir. Il y aura de la neige à Midelt, Boulmen, Sfro, Ifren, Al-Haouz, Ouarzazate, Al-Housseima, Taza ou encore Teroudent. Il fera froid dans ces provinces où les températures vont descendre jusqu'à -7 degrés.
Et à cause des mauvaises conditions météorologiques, le comité provincial de Shtuka Eitbaha et celui de Teroudent ont décidé de suspendre de manière exceptionnelle les cours ce samedi dans l'ensemble des établissements scolaires. Une mesure préventive visant à préserver la sécurité des élèves et de l'ensemble des cadres afin d'éviter les risques potentiels issus des perturbations météorologiques. Et les Ivoiriens se rendent aux urnes ce samedi pour les élections législatives, 2 mois après une présidentielle très largement remportée par Alassane Ouattara. L'Assemblée nationale renouvelée tous les 5 ans compte actuellement une majorité de députés du parti au pouvoir. L'Assemblée nationale ivoirienne est composée de 255 sièges et sur les 1370 candidats retenus aux législatives, 181 sont des femmes. À Abidjan, des bureaux de vote ont ouvert autour de 9h GMT. Avec 1 heure de retard et sous une pluie battante, les bureaux de vote doivent fermer jusqu'à 18h GMT. Et plusieurs séries de fortes explosions ont retenti à Kiev dans la nuit de vendredi à samedi, alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit se rendre demain en Floride pour rencontrer Donald Trump dimanche. Des alertes aériennes ont touché l'ensemble du territoire ukrainien. Près de 4 ans après le lancement de l'offensive à grande échelle de la Russie, les pourparlers en vue d'un règlement du conflit se sont accélérés ces dernières semaines à la suite de la présentation d'un plan dévoilé par Donald Trump. C'est fini ? Oui, c'était tout pour moi. C'est bon, écoutez, la parfait. synthèse est finie. Merci beaucoup. Vous avez regardé le match hier entre le Maroc et le Mali ? Assez vous en avez pensé quoi ? Assez frustré, mais on garde espoir. C'est la même réponse que Walid El-Regragui en conférence de presse quand même. C'est un nul frustrant, mais on garde espoir pour la suite de la compétition. Je me demande si vous n'êtes pas de sa famille ou si vous n'êtes pas de son entourage. On est tous marocains au fond. C'est pas faux, c'est pas faux. Merci beaucoup Kenza Alaoui pour cette synthèse de l'actualité de 14h. On passe à la suite de cette édition de Cannes Plus Noura et on va passer au focus. Et tout de suite, le focus. On va revenir ensemble sur la rencontre attendue ce soir, ou plutôt cet après-midi à 16h, entre le Sénégal et la République démocratique du Congo. Un match haut en couleur. Et avant ça, on ira dans une fan zone à Dakar et on retrouvera notre correspondant sur place. Mais avant ça, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Et alors, est-ce que vous attendez un score plutôt positif du Sénégal ou est-ce que le Sénégal pourrait être tenu en échec par la République démocratique du Congo, Omar ? Franchement, le Sénégal, on le sait tous, c'est l'équipe à craindre. Je ne dirais pas que c'est une finale avant l'heure parce que je veux voir le Maroc en finale. Donc je dirais que c'est une demi-finale avant l'heure. Mais la RDC aussi, on l'a vu, ils ont sorti dans les éliminatoires de Coupe du Monde le Cameroun, ils ont sorti le Nigeria. Sénégal, tout le monde connaît l'équipe du Sénégal, c'est quand même une grosse équipe. Donc c'est un match que je vais aller au stade le regarder et j'ai vraiment hâte. Donc si c'est un large score ou pas, je dirais pas. Peut-être 1-0 pour le Sénégal ou la RDC. Gardez ce pronostic-là, on va en parler tout à l'heure. On va revenir sur les pronos de la rédaction. Mohamed, rapidement, avant de passer du côté de Dakar, vous êtes vous aussi venu pour regarder cette rencontre entre le Sénégal et la RDC. Est-ce que la RDC a les armes, selon vous, pour déranger cette équipe sénégalaise ? La RDC est surtout revancharde parce qu'avec ce qui s'est passé au stade des Martyrs, où le Sénégal est allé, entre guillemets, l'expression employée pour l'occasion, maîtriser, n'est-ce pas, la RD Congo chez elle. Et là, je suis avec des journalistes sénégalais et congolais et ça ne fait que se chambrer. Parce que là, le Congo veut reprendre sa revanche, mais pour la réalité du terrain, c'est que le Sénégal, dans tous les compartiments du jeu, c'est une équipe complète. Et on a pu voir lors du premier match, c'est vrai qu'ils ont gagné par 3 buts, mais ils auraient pu mettre plus de buts tellement qu'ils se sont créés des occasions. Et donc, je pense aujourd'hui que certes la RDC veut sa revanche, mais le Sénégal aujourd'hui, ça va être très difficile. Justement, pour voir un peu l'ambiance qu'il y a à Dakar, en ce moment même, nous retrouvons notre correspondante Olivia Bossal qui est dans une fan zone mise en place à Dakar pour les spectateurs sénégalais. Bonjour Olivia, alors je ne sais pas si on l'a déjà, si nous sommes en connexion. Olivia, alors on reviendra peut-être vers Olivia, mais avant ça, peut-être aller vers Brahim Thiam, justement.
pour poser une question sur ce match entre le Sénégal et la République démocratique du Congo. Le Sénégal, on sait, voilà, a ce statut de favori. La RDC est revancharde. Est-ce que le Sénégal, tout simplement, et même avec ce statut de favori, va-t-il l'assumer dans ce match-là face à la RDC? Déjà, ils l'ont assumé lors du premier match, donc ça, c'est une certitude. C'est pour moi l'équipe qui a le groupe de joueurs le plus étoffé, avec des doublures très qualitatives à tous les postes, ça, c'est une certitude. Je pense qu'ils ont l'intelligence, on a entendu Papcho, le sélectionneur, d'avoir un peu bunkérisé leur sélection autour de la préparation. Donc, il n'y a pas d'éléments perturbateurs extérieurs. Pour moi, c'est un potentiel favori à la victoire finale. Mais en face d'eux, ils ont une très bonne équipe, une équipe qui est très prête aussi, avec un état d'esprit remarquable, qui est dans une dynamique très positive, on le sait. Le vainqueur peut se qualifier directement pour les huitièmes. Sébastien Desabre a très bien préparé son équipe. Donc le match n'est absolument pas gagné dès le départ. Je dis souvent qu'au coup d'envoi, chacun a un point. Le but, c'est de le conserver ou d'essayer d'accroître ce résultat. Mais attention, le Sénégal est prévenu et c'est une grosse rencontre. C'est du 50-50 pour moi, sans aucun doute. Alors justement, on va retrouver notre correspondante Olivia Bossal depuis Dakar. Bonjour Olivia. C'est bon déjà, vas-y. Bonjour Olivia, alors est-ce que vous nous entendez? On reviendra je vous entends très bien. Ah, parfait. Finalement, on vous entend, Olivia. Alors, est-ce que vous êtes dans une fan zone? Comment est l'ambiance sur place? Est-ce que les Sénégalais attendent avec impatience cette rencontre prévue dans quelques instants, on va le dire, entre le Congo... Alors, il faut dire qu'ici... bon. Il y a un petit décalage, hein, on espère retrouver Olivia. Oui, Olivia, alors... Pouvez-vous nous parler un peu plus de l'ambiance à Dakar? Oui, je vous entends très bien déjà. Très bien. Alors ici à Dakar, il faut dire que l'ambiance est au rendez-vous comme celui du premier match, c'était mardi dernier. Les supporters, ils arrivent progressivement dans l'attente du coup d'envoi de tout à l'heure lorsqu'il sera 15h ici à Dakar, heure de Dakar, et 16h en temps universel. Vous pouvez certainement voir le décor qui se plante progressivement, les supporters qui sont déjà bien installés sur les gradins, les vuvuzelas et autres, je vais dire quoi, outils ou gadgets, voilà, gadgets pour témoigner leur soutien, pour dire combien ils aiment l'équipe du Sénégal. Ils sont déjà présents ici. Les gradins, le lieu, le décor, tout cela rayonne aux couleurs nationales. Bon, c'est vrai que... le coup d'envoi sera donné à 15h tout à l'heure et nous pouvons voir les parents qui viennent accompagner de leurs enfants ici sur place. Nous pouvons voir aussi des commerçants, voilà, d'occasion qui ne manquent pas de vendre les petits gadgets comme je disais tout à l'heure. Vous avez des drapeaux, vous avez des vuvuzelas, vous avez des maillots comme celui que j'ai sur moi là. Donc, en bref, voilà quelque peu l'ambiance ici à Dakar. Je précise que nous sommes là à la place de la Nation, autrefois appelée la place de l'Obélisque. C'est ici que les supporters, ils viendront par milliers certainement avant 15h pour vivre cette deuxième entrée dans la compétition de l'équipe du Sénégal après la brillante entrée en lice mardi dernier face à l'équipe du Botswana. Je veux dire que la rencontre a été sanctionnée par le score de 3-0. Ils sont très confiants, les Sénégalais ici sur place, parce que la RDC, c'est comme un familier. Je vais dire que c'est la 7e fois qu'ils se retrouvent en 3 mois ici, cette année 2025. C'est la 3e fois que les Léopards vont affronter les Sénégalais. Et il faut dire que le Sénégal a toujours venu à bout de cette équipe congolaise. Eh bien, merci infiniment Olivia Bossal pour toutes ces informations, pour un peu recueillir l'ambiance qu'il y a sur place pour ce match Sénégal-République démocratique du Congo. Donc le coup d'envoi sera donné au grand stade de Tanger. Pour revenir un peu plus sur cette rencontre. Alors, sur quel aspect est-ce que le Sénégal devrait être un peu méfiant face au Congo? Mohamed Danyoko, qu'est-ce que vous en pensez justement? La RDC, c'est une équipe aussi joueuse. Et qui dit équipe joueuse dit forcément
Et comment on appelle, la défense sénégalaise doit être prête. C'est vrai que c'est une équipe qui se projette aussi beaucoup avec Jackson. On ne sait pas trop comment on appelle la composition aujourd'hui, mais quand vous avez des Sadio Mané, des Nicolas Jackson en avant, c'est qu'on est prêt pour se projeter. Mais il ne faut pas oublier aussi que le Congo, la RDC ne va pas faire bloc bas, c'est sûr. Donc ça va être un match très ouvert. Et comme Thiam aussi l'a dit toujours, c'est un match qu'on va dire, il y a un point au départ. Et voilà. Ne pas trop s'enflammer pour le départ parce que la CAN aussi peut être différente des autres matchs. Mohamed, vous avez parlé de Sadio Mané, le numéro 10 des Lions. On l'a senti lors du premier match à Omar, un peu plus timoré, peut-être un peu plus individualiste sur certaines situations. Est-ce que tout simplement c'est juste une gestion parce qu'il s'agit du match d'ouverture pour le Sénégal, ou est-ce qu'au contraire, depuis son départ en Arabie Saoudite, on a l'impression de ne plus vraiment retrouver le Sadio Mané qu'on attend avec la sélection ? Honnêtement, pour ce qui est des grandes équipes africaines comme le Sénégal ou des grands joueurs, ils ont de l'expérience. Si on se rappelle de la dernière CAN, le Sénégal est vraiment monté en force chaque match tranquillement parce qu'on a le début, les groupes, un mini-championnat et après on a le vrai tournoi qui commence à partir des huitièmes. Donc les grandes équipes, elles savent gérer l'effort. Et Sadio Mané aussi, je pense. Selon moi, il va démarrer tranquillement. Mais aujourd'hui, vu l'ampleur du match, et bien sûr, on aura une équipe de la RDC qui va rentrer avec la Grinta, c'est sûr, après tout ce qui s'est passé, ils vont vouloir gagner. Mais les Sénégalais vont vouloir répondre aussi. Donc Mané, je pense qu'il sera au rendez-vous aujourd'hui. Vous faites bien de le dire, Omar. On peut dire que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est deux compétitions. Les phases de groupe sont complètement différentes des phases finales. Brahim Thiam, est-ce que vous pensez justement que le Sénégal a cette capacité de se transformer en cours de match et de s'adapter justement à une équipe congolaise qui peut évoluer, faire évoluer son jeu ou présenter un jeu plutôt différent, plus offensif face au Sénégal ? Oui, je pense même que c'est la force d'un très bon entraîneur de pouvoir lire le match pendant qu'il se déroule et non pas après, parce qu'après faire de la vidéo et comprendre ce qui s'est passé, ça peut être à la portée de presque tout le monde, je vais te dire. Mais le bon entraîneur, c'est celui qui lit le match et qui s'adapte en cours de match. Alors évidemment, en prévision de jouer un match, on a travaillé l'adversaire. Parfois, on met des compositions d'équipe en fonction un petit peu de certains momentum du match. On peut démarrer avec une équipe pour imaginer un scénario et modifier en cours de match, si tant est que les choses se passent comme on le souhaite. Donc voilà, c'est toutes ces caractéristiques qui font un staff de qualité, ça c'est important. Et pour revenir à Sadio Mané, parce que vous en avez parlé, il faut se rendre compte que son sélectionneur a dit en conférence de presse que Sadio Mané, c'est leur Messi, Cristiano Ronaldo à eux. Donc imaginez un petit peu l'impact de ce discours et le rôle qu'a Sadio Mané dans le groupe. Et c'est important de le signaler, de souligner. Il a été discret, mais je pense qu'il monte en puissance. Et je pense que ce soit pour les Sénégalais ou pour les joueurs de la RDC, ils ont des plans de jeu qu'on adapte un petit peu en cours de route et rapidement en fonction de la physionomie de la rencontre. Brahim, je vais rester avec vous pour parler de cette équipe du Sénégal. On dit souvent que le Maroc a peut-être l'effectif le plus intéressant, le plus pléthorique de cette Coupe d'Afrique des Nations, mais je veux quand même qu'on s'attarde sur cet effectif sénégalais qui peut-être selon moi est le meilleur. Est-ce que vous considérez que les Sénégal, en termes de 11 titulaires et même de profondeur de banc, a le meilleur effectif de cette Coupe d'Afrique des Nations ? Je pense que le Sénégal a un des meilleurs effectifs, le plus équilibré de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et que ça part des gardiens, parce que vous vous rendez compte, ne serait-ce que les gardiens de but, ils ont 3 gardiens, entre Moridian, entre Yehvan Diouf et Edouard Mendy, qui sont capables d'être titulaires. Donc ça part de la cage jusqu'aux défenseurs centraux, avec un milieu de terrain, avec du Pape Gueye, là on voit Niakate, qui forme une charnière très complémentaire avec Koulibaly. Avec au milieu de terrain, avec du Pape Gueye, avec Idrissa Gana Gueye, avec Pape Matar, et devant aussi avec des joueurs interchangeables, Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, j'en oublie sûrement parce que je ne les ai pas tous en tête. Donc voilà, je pense qu'ils ont un effectif très équilibré où l'humilité règne et qui fait que chaque joueur qui joue ou qui ne joue pas au départ est impliqué, et c'est ça qui fait la différence. C'est la manière dont va vivre le groupe et ce que les joueurs vont donner sur le terrain, et ça pour moi c'est essentiel. Ce qui était impressionnant également lorsqu'on a vu le Sénégal lors de sa première journée, c'est que c'était une équipe sénégalaise plutôt calme, qui avait l'air d'être détendue, qui savait réagir sans être trop dans la panique. Vous voyez, à quoi est-ce dû en fait, Omar, cette sérénité un peu sénégalaise ? Est-ce que c'est de par ces cadres un peu qui sont habitués à des matchs de haut niveau, de niveau un peu plutôt de niveau international, ou est-ce plutôt c'est une sérénité qui est apportée par plutôt le sélectionneur ?
Je pense que c'est un peu tout ça. En fait, c'est les grandes équipes avec l'expérience qu'ils ont. C'est pas leur première, c'est pas leur première grosse CAN. Ils l'ont gagné il y a pas longtemps. Donc, des joueurs se connaissent. Comme on a dit, ils ont un effectif incroyable. Le coach aussi. Donc, on s'attend à ce que les équipes comme ça gèrent tranquillement. C'est pour ça que nous, Marocains, on est un peu maintenant quand on voit les prestations, on n'est pas content parce qu'on s'attend à ce genre de prestations. Absolument, aux prestations, on s'adapte, on présente un jeu beaucoup plus impressionnant pour des spectateurs, des millions de spectateurs qui regardent cette Coupe d'Afrique des Nations. Et tout de suite, justement, Ahnès, on va revenir sur le match de tout à l'heure à 16h qui aura lieu au grand stade de Tanger. Tout de suite, les pronos. Vous avez des ardoises recto verso. D'un côté, on a écrit à l'homme du match. De l'autre, je vais vous demander votre prono pour ce match, comme nous on l'a dit, entre le Sénégal et la RDC qui se jouera dans le plus grand stade du Royaume, plus de 75 000 places. Et on attend beaucoup de monde du côté du stade de Tanger. Avant de montrer vos résultats, je vais bien sûr demander à Brahim depuis Paris, votre résultat selon vous de ce match entre le Sénégal et la RDC. Compliqué à entrevoir, mais allez, je vais mettre une victoire du Sénégal 2-1. 2-1 pour Brahim. Je vais vous demander de montrer vos résultats et vos pronostics. Oh, j'aime bien. Il y a des trucs différents, j'aime beaucoup. Sénégal, RDC, 2-1 pour les Lions. On part d'une victoire congolaise pour Omar, 1-0 et 3-1 pour le Sénégal. Oui. Pour le Sénégal. 3 pour le Sénégal. J'ai envie de commencer par l'avis un peu différent, celui de Omar. Pourquoi est-ce que vous voyez les Léopards surprendre les Lions du Sénégal? Moi, je me dis qu'il faut craindre un Léopard qui est blessé. Il y aura en face des Lions des Lions. Donc, ce qui s'est passé, je pense, pendant les éliminatoires, je suis sûr qu'ils l'ont pas encore digéré. Donc, on va voir des Léopards qui vont rentrer pour gagner. J'ai dit 1-0 pour rester très... mais sinon, j'aurais pu aller un peu plus, mais 1-0 RDC, c'est mon choix. 1-0, Mohamed Danyoko. Là aussi, vous voyez un match serré malgré tout, parce qu'une victoire congolaise, ça ne veut pas dire forcément qu'il y aura tout simplement de niveau, mais là aussi, une victoire du Sénégal, donc ça veut dire une RDC quand même assez accrocheuse dans cette rencontre. C'est ça, dans cette bataille de fauves, comme il l'a dit. C'est un léopard contre des lions. C'est vrai que c'est les lions de l'hospitalité de la Teranga, mais c'est sûr que le Sénégal, avec tout ce que cette équipe est en train d'accomplir depuis tout ce temps, avec tout ce qu'on dit de bien sur cette équipe, je ne la vois pas décevoir face à la RDC. Et par contre, Noura voit quand même un peu plus une domination sénégalaise, 3-1. Et encore, ça dépend du scénario qu'elle veut nous offrir pour ce match. Qu'est-ce que vous voyez pour ce choc? On les a vus sur le terrain jouer. Le Sénégal, comme j'ai dit tout à l'heure, présente vraiment un jeu très serein, très posé. C'est vrai qu'avec le Congo, c'est un adversaire différent. Je vois des Congolais surmotivés, mais je vois quand même un Sénégal au-dessus qui pourra mieux gérer la pression avec beaucoup plus d'automatisme. Donc, ils pourront inscrire je dirais 2 jusqu'à 3 buts quand même, mais je les vois quand même concéder un but aux Congolais. Et alors, vous, Ahnès, moi, j'en vois pas qu'un seul. Moi, j'en vois 2. Moi, je dirais plutôt 2 buts partout entre le Sénégal et la RDC. On en a parlé tout au long de cette émission. C'est le passif entre les deux formations. Ce match-là, au Stade des Martyrs, une remontada sénégalaise en seconde période face aux Léopards en qualification de la Coupe du Monde. Le Sénégal reste quand même favori dans ce match, mais je vois quand même les Congolais qui, on le rappelle, connaissent un peu l'ambiance au Maroc. En tout cas, ils ont déjà joué leur premier match du côté de Rabat. Ils ont joué aussi les demi-finales et la finale du tournoi africain pour les barrages de la Coupe du Monde. Donc, même s'ils savent, je pense que le stade sera en faveur du Sénégal parce qu'ils sont venus en nombre déjà et qu'ils sont bien présents du côté de la Perle du Nord. Je vois bien quand même un match assez accroché entre les deux équipes. Je vais mouiller un peu. Je vais dire d'un côté Bakambu, à qui on a refusé un but. Il va marquer quand même dans ce match. Et de l'autre, peut-être Sadio Mané, le voir enfin ouvrir le score dans cette Coupe d'Afrique des Nations. C'était la fin de cette émission. Merci messieurs, ce fut un réel plaisir de nous avoir en tout cas rejoints ici sur le plateau à Tanger. Avant de vous remercier, je vais également remercier depuis Paris Brahim Thiam, ex-international malien et consultant pour beIN Sport, le diffuseur de la Coupe d'Afrique des Nations en France. Merci beaucoup de votre confiance et de nous avoir rejoints lors de cette émission à CAN+ sur Média TV. On vous donne rendez-vous demain à 13h30 à la même heure pour CAN+.